Dans la psychose ordinaire, dont j'ai beaucoup parlé dans les coulisses de la folie qui se trouve sur YouTube, j'ai beaucoup parlé du clivage, qui est un mécanisme de défense qui est très particulier et qui n'est pas propre à la psychose d'ailleurs. On trouve aussi beaucoup de mécanismes de clivage dans les structurations psychiques borderline, dans des troubles narcissiques importants, et ça va être de classer les choses en tout noir, tout blanc, mauvais, bon. Dès lors que la personne ne supporte pas la déception inhérente au réel, la frustration inhérente au réel, je parle du réel parce que rencontrer, être en relation avec quelqu'un, c'est toujours avoir affaire aux déceptions et aux frustrations. La réalité est faite de déceptions et de frustrations, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre aux enfants à exprimer leur colère, mais aussi à canaliser leurs émotions et à dire non, ça tu ne peux pas faire, ça tu peux faire, ben oui, ça c'est décevant, mais tu sais, voilà, on les prépare à ce réel qui est décevant. Le clivage, ça va être cette protection de l'inconscient qui va dire à la moindre déception, eh ben ça c'est une folle, c'est un fou, ça c'est un méchant, c'est une méchante, ce patron est nul. Vous voyez, c'est très extrême. Alors parfois c'est vrai, hein, la personne est vraiment nulle dans ses attitudes et parfois vraiment il y a beaucoup de méchanceté dans les attitudes évidemment de l'humanité, mais c'est une généralité si vous voulez. Le clivage, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est incapable de se remettre en question et qui classifie assez systématiquement les personnes et les événements en bon, mauvais, il faut être quand même prudent et se dire aïe aïe aïe, moi aussi, à un moment donné, je vais peut-être basculer du bon objet au mauvais objet, c'est-à-dire la bonne personne à la mauvaise personne, tout simplement parce que cette personne n'est pas capable de nuance, d'ambivalence. La nuance, ça fait partie de la vie. C'est rare que quelque chose, quelqu'un soit tout noir ou tout blanc. Et la maturité affective, faire preuve de solidité psychique, ça va aussi se manifester dans notre capacité de dire cette attitude-là, elle est mauvaise, elle est inacceptable, mais c'est pas pour autant que la personne est un monstre. C'est pas pour autant que cette personne va tergiverser dans un monde qui est complètement mauvais. Et c'est ce qui d'ailleurs est sidérant. Quand on a affaire à quelqu'un qui est dans une structure psychique, psychotique ou perverse, c'est qu'on va se sentir mis dans une case où on va être tout à coup diabolisé et où tout le discours, les explications qu'on va donner à cette personne pour expliquer notre réalité va être complètement balayé parce que cette personne en face va être incapable d'intégrer que vous pouvez être une chouette personne, mais que, bon, là, dans cette situation, vous avez peut-être pu être décevant. Elle va en être incapable et elle va retourner les choses, moduler les choses, de manière à vous faire sentir qu'en fait, vous êtes vraiment nul, vous êtes vraiment incapable, vous êtes mauvais. Alors, comme autre mécanisme de défense, il y a le discours figé. Ça, c'est quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a un raisonnement qui est inébranlable. C'est-à-dire que quoi que vous lui disiez, quelle que soit la nature de votre discussion, vous sentez qu'il n'y a aucun échange, il n'y a aucune perméabilité à ce qui pourrait être votre réalité psychique et la sienne. Et donc, il n'y a que la primauté de son délire, parce qu'à ce moment-là, quand tout est figé, on parle plutôt de délire. Pourquoi on parle de délire? Eh bien parce que ça te décale, si vous voulez, grandement d'une réalité qui est faite de nuances, qui est faite d'ambivalence. Et ça, c'est un mécanisme de défense parce que l'autre se protège de ce qui pourrait survenir, de ce qui pourrait aussi remettre en question tout son scénario préétabli. Il lutte ou elle lutte contre un effondrement intérieur. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, elle est très fragile narcissiquement. Et vous verrez qu'au plus, en fait, nous avons des failles narcissiques, c'est-à-dire un amour de soi qui est peu constitué, qui est immature, au plus on va avoir besoin de se raccrocher à des certitudes intellectuelles. Moi, j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup les personnes qui puissent dire « je ne sais pas » ou qui puissent nuancer des propos, qui puissent
écoutez aussi ce qui se dit. C'est une preuve véritablement de solidité, de maturité affective. Il y a aussi comme mécanisme de défense l'humour défensif. Alors l'humour défensif, ce n'est pas un humour pour être drôle avec vous, mais qui est un humour qui va plutôt retourner les choses pour ne pas avoir affaire à votre réalité, ou qui va plutôt avoir tendance à dénigrer, à humilier. Alors pourquoi? Eh bien, toujours pour protéger une faille narcissique béante, une fragilité, une immaturité affective qui fait que la personne est incapable de se remettre en question et qui fait que la personne est incapable d'accueillir une autre réalité que la sienne. Et donc cet humour défensif va bien souvent détourner la conversation aussi. Elle va détourner du sujet qui était en train de se dire. Et c'est d'autant plus désagréable quand l'autre vous dit alors « mais tu n'as pas d'humour » ou « on ne peut plus rigoler de rien alors ». Ce à quoi vous pouvez répondre « oui, si, je suis capable de rire quand c'est drôle ou quand ça a pour intention de l'être vraiment. » Un autre mécanisme de défense est celui de l'intellectualisation. Cette intellectualisation a pour visée de penser, réfléchir, analyser pour ne pas ressentir. Et donc finalement, si vous voulez, vous suranalysez l'autre, bien souvent, pour ne pas avoir à vous connecter à ce que vous ressentez, à qu'est-ce que l'autre finalement, qu'est-ce que cette relation évoque en moi, provoque en moi, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis en colère, est-ce que je suis déçue. Et donc vous allez passer votre temps à suranalyser. Et finalement, vous pouvez être amené à parler de votre souffrance comme une rédaction ou comme une thèse de doctorat, et partir peut-être aussi dans cette jouissance aussi de suranalyser. C'est très difficile pour quelqu'un qui a été enfant, qui n'a pas pu à ce moment-là être connecté à ce qu'il ressentait de trop douloureux, et que pour survivre, cet enfant que vous étiez peut-être a dû analyser qu'est-ce qui se passait entre ses parents, ces disputes, pourquoi est-ce que maman est là sans être là, et pour éviter parfois des souffrances, des solitudes qui sont incommensurables, ces enfants que vous étiez peut-être, cet enfant a dû analyser, réfléchir, grimper si vous voulez pour se loger dans son cerveau. Et donc tout le chemin d'une analyse, d'une thérapie ou d'une psychanalyse, ça va être d'apprendre à mettre des mots sur ce qui se vit en vous. Non pas à vivre tout ce qui se pense, tout ce qui s'analyse, parce que ça peut être très angoissant aussi. Parce que les pensées, elles n'ont pas de limite, les pensées, c'est infini. On pense, on analyse, on est dans l'autre, l'autre prend toute la place. Et ça peut être très angoissant parce que ça nous déconnecte de toutes nos émotions. Et à partir du moment où on est déconnecté de parties de soi aussi importantes que notre ressenti, eh bien ça peut être angoissant parce qu'on est éclaté de l'intérieur. Et donc toute l'idée d'une psychanalyse, ça va être non pas intellectuel justement, ça porte peut-être mal son nom finalement, analyse. Ça dépend ce qu'on analyse aussi. Mais ça va être apprendre à découvrir ce qui a pu se vivre, se ressentir quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, quand vous êtes adulte aussi. Qu'est-ce qui se vit dans la relation avec votre psy et comment est-ce qu'on peut le traduire pour que ça n'ait plus besoin de symptômes qui jouent le rôle de compromis, pour que ça n'ait plus... pour que ça ne se vive plus justement à l'état un peu sauvage, sans que vous vous en rendiez compte. Parce que vous savez, tout ce qui nous est inconscient et qui se joue inconsciemment en nous, finalement, nous rend un peu esclaves. C'est-à-dire qu'on est tous un enfant intérieur qui agit, qui nous tyrannise parfois aussi, et que vous êtes amené à écouter. Parce que tant qu'il hurle, tant qu'il crie, tant qu'il vous dit « non, fais pas ça parce que j'ai peur » ou « non, fais pas ça parce que l'amour, le couple, ça fait peur », eh bien, vous n'êtes pas libre. Tout le chemin thérapeutique, ce n'est pas un chemin pour être heureux. Dans la vie, on a toujours des défis, des obstacles qui peuvent nous rendre malheureux. On ne fait pas une psychanalyse pour être plus heureux.
On fait une psychanalyse pour être plus libre, pour associer, pour rassembler toute cette partie de vous, toutes ces émotions, pour pouvoir vous les réapproprier. Et qu'est-ce qui se passe quand on se connaît mieux? Eh bien, vous allez pouvoir faire des choix conscients qui aillent plus dans le sens du bonheur à ce moment-là, de ce qui convient à vos besoins profonds, de ce qui convient à vos désirs aussi, et surtout qui vous amène à vous réaliser davantage.